Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, un podcast dans lequel je vous raconte de fabuleuses aventures maritimes, la vie de grands navigateurs oubliés, ou encore celle de bateaux hors du commun, mais aussi le récit de campagnes de pêche. Et c'est une pêche disparue et aujourd'hui tombée dans l'oubli dans laquelle nous allons plonger, celle à la langouste verte. Elle a débuté au début des années 1900 et perduré jusqu'à la fin des années 60, au départ de Douarnenez, dans le sud Finistère, le seul port en France à la pratiquer avec quelques bateaux du port voisin de Camaret-sur-Mer. Très rares sont les photos et archives de cette activité. Jacques Nouy fait partie de ces marins qui ont embarqué à bord de Mauritaniens, comme étaient baptisés ces bateaux, qui partaient pour plusieurs mois au large des côtes africaines. Celui qui m'a mis la puce à l'oreille s'appelle Jean-Jacques Chapalin. Il est passionné du monde maritime. Tout a commencé par un coup de fil. Ouais, salut Jean-Jacques. T'as essayé de me joindre ? Ouais, parce que je pense que j'ai un sujet qui pourrait t'intéresser là. Tu connais la langouste verte ? Pas du tout. Bah écoute, c'est un type de pêche qui a complètement disparu et j'aimerais bien que tu rencontres un gars qui s'appelle Jacques Nouy et qui a fait un travail de recherche absolument dingue. Pour toi, ça pourrait être un bon plan. Bah carrément, bah écoute, je vais passer te voir. Ok. Direction Douarnenez donc, avec mon micro et ma casquette de détective pour aller à la rencontre de Jacques. Salut Jacques. Salut Jean-Jacques. Ça va? Comment vas-tu? Bonjour Jacques. Bonjour. Jérôme Le Breton. Je te présente Jérôme. Alors Jacques Nouy, mauritanien lui-même, fils de mauritanien, c'est-à-dire mauritanien, ce sont les gens qui ont fait la pêche de la langouste à Mauritanie, en l'occurrence sa spécialité, la verte. Eh ben on va en parler. Étant jeune. Étant jeune. Et toujours jeune Jacques. 80 cette année. 87 années. Jacques, on va se mettre... On rentrait dans le bureau là. J'appelle ça un bureau musée. Il y a des photos, il y a des maquettes. Des sculptures. Longue vue, compas, il y a tout ici. Bon, on va se poser Jacques, puis on va commencer par raconter ton histoire parce que, au départ, c'est une histoire de famille. Oui, je suis tombé dedans étant tout petit. Mon papa était patron de pêche, patron de langoustier. Et mes souvenirs de ce métier remontent à ma plus petite enfance. Et j'aime à me souvenir que tout petit, quand le bateau partait, je faisais des grosses colères avec ma mère qui ne comprenait pas parce que je voulais partir avec papa. Je voulais partir en Mauritanie. Et pour moi, la Mauritanie, c'était sans doute quelque part le pays où il fallait y aller. C'était là où tout se passait, quoi. Vous avez embarqué jeune, vous, à bord de ces bateaux. Oui, alors à 14 ans, il s'avère que le bateau de mon père, donc la Védro, va appareiller au tout début juillet, ce qui correspond avec les vacances scolaires. Nous sommes en 1956. On est en 1956. J'ai 14 ans et je peux donc embarquer. Et j'étais pas qu'un peu fier, hein. C'était pour moi un grand événement. Et quand je disais à mes collègues d'école que j'allais en Mauritanie, ils ne connaissaient pas tellement la Mauritanie, même pas du tout. Bon, or, à Douarnenez, dans le milieu pêcheur, la Mauritanie, c'est juste à côté, quoi. C'est parti pour 2 à 3 mois de campagne, avec une dizaine d'hommes à bord. Le bateau met le cap vers les côtes africaines. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que, malgré le terme de mauritanien, utilisé pour les marins et les bateaux, Jacques n'y a jamais mis les pieds. La zone de pêche se trouve précisément au large du Sahara occidental, à l'époque Rio de Oro, une ancienne colonie espagnole. C'est là que le bateau jette l'ancre. Avant d'évoquer la technique de pêche, une précision sur cette langouste verte, aujourd'hui supplantée par la rouge, plus appréciée des consommateurs. Elle est verte, assez sombre, avec des taches un peu noires parfois sur certaines parties de la coque. Et l'avantage qu'elle a, c'est la langouste verte, c'est qu'elle est plus petite que la langouste rouge. Les restaurants sont très friands d'acheter ces langoustes qui, coupées en deux, forment une portion. Par contre, pour les banquets, les mariages, la langouste rouge était plus recherchée en bête entière. Alors, on va parler du bateau, avant de parler de la technique de pêche, parce que justement, dans votre bureau, Jacques, il y a cette maquette de Mauritanien. Bateau à voile, mais ce qui est important aussi, parce que c'est ce qui est utilisé pour la pêche, ce sont ces 2 annexes qu'on appelle des canottes, un de chaque bord. Quand le langoustier descend, il descend avec ces 2 embarcations qui sont posées sur le pont. Ce n'est pas le langoustier lui-même qui va pêcher.
Alors le langoustier se met à l'ancre dans des fonds de 15 à 20 mètres et il va se maintenir à 1 mille de terre à peu près, quoi. Alors le bateau, il devient le lieu de vie, le lieu de stockage des langoustes, mais ce sont les canotes qui, eux, vont partir poser les filets carrément à la côte. Alors quand on dit carrément à la côte, c'est à quelques jets de pierre de la côte. Parce que la langouste se situe dans une bande côtière très peu large, 100 mètres, 200 mètres de largeur. Ce sont les embarcations qui vont donc faire le va-et-vient. Elles vont lever les filets. Les langoustes sont piégées dans les filets. Les filets sont remontés à bord du langoustier. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des pays chauds. Et la langouste, il ne faut pas qu'elle reste dans cette aire de chaleur. Il faut à tout prix qu'elle soit sortie des filets le plus rapidement possible et mise en vivier. Hop. N'allez pas trop vite, parce qu'on va parler des viviers aussi. Mais j'aimerais qu'on revienne, parce qu'on les a évoqués, sur ces filets. Parce que c'est important. Alors, quel type de filet? C'est des filets qui sont longs, hein. Alors, ce sont des filets un filet fait 30 mètres de long sur 1,20 m de hauteur. Les filets, ils sont amarrés 10 par 10. Les 10 filets bout à bout, ça fait une longueur de 300 mètres. La langouste arrive à bord. Elle est mise donc dans un vivier, qui est un bassin, en fait, à bord du bateau, hein, avec de l'eau salée. Et là, pour voir ce qui se passe dans le vivier, alors on les observe, certes d'une part, mais on doit aussi plonger. Il y a un exercice de plongée aussi à faire pour aller dans les viviers. Jacques? Oui, alors le vivier, c'est un espace, c'est un double fond qu'a le bateau. Il fait entre 150 et 200 mètres cubes et on pouvait mettre 45 000 langoustes vivantes. Toutes les structures de vivier sont cimentées avec un ciment rêche qui permet aux langoustes de s'agripper et de pouvoir se déplacer un peu partout, y compris même sur le plafond du vivier. Et dès qu'on voit qu'il y a des langoustes qui sont en état de faiblesse ou mortes dans ces coins-là du vivier, il va falloir descendre dans le vivier, à chasser les langoustes et voir s'il y avait des mortes qui restaient sur place. Et dans ce cas-là, on les collectait, sachant qu'une langouste morte allait attirer les autres pour la bouffer. Et ils vont se bagarrer, et une morte peut entraîner toute une hécatombe dans le vivier, donc il faut faire très attention. C'est des expériences qui, avec du recul, me font froid dans le dos. Pourquoi? Bon, tout simplement, il faut revoir le contexte. On est au début des appareils respiratoires autonomes. On est au début des combinaisons en néoprène. C'était tout simple, une combinaison, si on tirait trop dessus, elle se déchirait de suite. Alors, quand on allait dans les viviers avec ces combinaisons, il fallait faire très attention parce que si on ne prenait pas garde, en quelques plongées, la bille était complètement déchirée. Moi, j'étais fluet à cette époque-là. Je pesais 60 kilos. Et celui qui pesait 90 kilos, il allait dans le même habit. Ce qui fait que pour moi, il était beaucoup trop grand. Pour la personne forte, il était engoncé dans l'habit. Et ce n'était pas pratique. Parce qu'on va descendre dans le vivier, mais on ne va pas descendre comme un homme grenouille, on n'a pas de palme. On va descendre dans la fonction scaphandrier, c'est-à-dire on va chausser des bottes, parce qu'on va marcher dans le fond du langoustier, sur le vivier, et on va lester les bottes d'un chapelet de petits plombs. Alors à savoir que quand on plongeait, quand on descendait dans le vivier, l'eau s'infiltrait. Bon, sur les lieux de pêche, la température de l'eau de mer était 18 degrés. Donc 18 degrés, bon, ça va, c'est pas... Mais quand on revenait en hiver en France et qu'on plongeait jusqu'à l'arrivée à Douarnenez et qu'on était amené à plonger à Cap-Finistère dans une eau qui était à 9-10 degrés, dans ce contexte-là, de l'eau qui rentre dans la combinaison, alors mes souvenirs, là, je regarde des souvenirs quand même... pas tellement agréable. Donc on descend, on a l'eau froide qui rentre dans la combinaison. L'alimentation en air se fait avec un tuyau, un narguilé, un long narguilé. L'air est pompé dans la salle des machines, c'est-à-dire que l'air qu'on respire, il pue l'huile, il est vraiment désagréable et sans doute et même sûrement dangereux.
Aujourd'hui, en 1968, il y a 1715 marins-pêcheurs à Douarnenez. La langouste, c'est précisément la pêche qui nous intéresse au moment où les Mauritaniens partent pour la campagne à la verte, autorisée du 1er mars au 15 décembre, et que seuls pratiquent les douarnenistes. Campagne importante pour le premier port langoustier européen, si l'on s'en réfère aux 450 tonnes commercialisées en 1967 pour une valeur de 1 milliard d'anciens francs. Alors Jacques, je vois qu'il y a l'ordinateur qui est juste à côté de nous et je crois que tu as recensé un certain nombre de photos. Bon, ça, c'est des photos. Je raconte un peu le vécu d'un bateau et un condensé sur ce qu'est une campagne. Ici, on voit le bateau quitte le port de Douarnenez. Il y a du monde sur le quai. Du monde sur le quai. C'est rare, c'est le genre de photos parce que, en général, c'est les gens du quai qui photographient le bateau qui part en mer. Ici, c'est du bateau. On prend la photo des gens qui sont sur le quai. 1957. 1957. Il faut te dire que le départ et l'arrivée d'un Mauritanien, à l'époque, c'était un événement pour toute la communauté maritime. Là c'est moi prenant le soleil, le point à midi. Beau gosse, hein? Merci. J'ai la chance d'avoir une maman c'est elle qui faisait la gestion, très méticuleuse. Elle a tout gardé, j'ai tout récupéré, y compris il y a une caisse là de factures, que ce soit du bistrot, des dragées, du baptême du bateau, combien de cochons qu'on a embarqués, 2200 bouchons pour boucher les trous de vivier. Ce que je te propose, Jacques, c'est qu'on aille prendre l'air. On va aller faire un petit tour du côté du port, qui est pas très loin, le port de Douarnenez, d'où partaient les bateaux à l'époque. Oui. Ton premier départ, tes premiers départs, c'était là-bas. Ouais, ok, allons-y. Jean-Jacques, tu nous accompagnes? Pas de problème, ça me fait plaisir. Puis c'est ma communauté aussi. Ben oui. Moi, j'ai vécu tout ça, mais de l'extérieur, en tant que fils de marin, mais pas marin moi-même. On est où, Jacques, là? On est sur le boulevard Richepin. Et quand j'étais tout gosse, quand mon papa partait vers la Mauritanie, j'avais 6 ans, disons en 1947-48, on suivait le bateau quittant le port de Douarnenez, toute voile dehors. Et on le suivait jusqu'au moment où il disparaît derrière la pointe que je vois d'ici, là, la pointe de l'île Tristan. Et pour moi, il disparaissait de notre vue, il partait en Mauritanie, donc là, il est en Mauritanie, je ne le vois plus. Et le dimanche, quand le papa était parti depuis 2 mois à peu près, facilement, le dimanche, avec la maman et mes sœurs, on venait se promener, et puis on regardait tous les bateaux qui débouchaient de cette pointe-là, et en espérant voir un beau bateau blanc, plein de langoustes, qui arriverait là. Et donc c'était derrière l'île, là, qui est juste en face de nous, c'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie, ma Mauritanie, la mienne. Jacques, on n'est pas très loin du port-musée de Douarnenez, que Jean-Jacques connaît bien. C'est quoi le port-musée, Jean-Jacques? C'est le seul port-musée qui existe en France. Quelque chose qu'on a construit, c'est un musée à flot. C'est-à-dire qu'il y a une partie musée, je dirais, à l'abri, et il y a plusieurs bassins et des bateaux qu'on peut visiter à flot. Eh ben, on va y aller parce que c'est ici aussi que Jacques Nouy transmet cette histoire de la pêche à la langouste verte en répondant aux questions des visiteurs. On n'est pas très loin, on va marcher un petit peu, puis on va se retrouver là-bas. Nous nous trouvons maintenant devant l'entrée du port-musée dont vous parlait il y a quelques instants Jean-Jacques Chapalin. Jacques Nouy, c'est ici que tu transmets aussi cette histoire de la pêche à la langouste verte. On prend notre temps pour expliquer. Moi, je sais que le topo, avec les photos, le métier de la pêche à la langouste verte, mon petit topo dure à peu près 1 heure. Ouais. Et rares sont ceux qui quittent avant. Jean-Jacques, pas uniquement cette pêche, mais notamment la pêche à la langouste verte a fait la richesse des armateurs de Douarnenez. Oui, non seulement des armateurs, mais la richesse du port, tout à fait. Avant, dans l'entre-deux-guerres et même déjà au début du siècle, c'est ce qui a fait la réputation des ports de Camaret et de Douarnenez, car ça a contribué avec la sardine à la notoriété du port de Douarnenez, et ça a duré. Après la langouste verte, il y a eu la langouste rose, et ça faisait partie de la vie de la communauté maritime.
parce que tout le monde avait un cousin, un ami, un voisin qui faisait de la pêche, et donc notamment ce qu'on appelait un peu les aristocrates de la pêche, c'était les Mauritaniens, parce qu'ils gagnaient bien leur vie, puis ils partaient longtemps, et à chaque retour de pêche, on embauchait des gens du coin, des gosses comme moi, pour aller débarquer la langouste, et puis on en donnait aux cousins, aux voisins, etc. Donc pendant 2 ou 3 jours, le port et la communauté maritime du port vivaient au son de la langouste, si j'ose dire. Et la langouste rose a supplanté donc la langouste verte? C'est vrai que la langouste rose a remplacé la langouste verte. C'était une autre technique de pêche qui se faisait au casier, mais c'était encore de la langouste, mais cette pêche à la langouste rose a duré un peu plus longtemps, donc elle a été un peu mieux connue, plus connue, et avec le succès de la langouste verte, ça a stimulé, ça a motivé les armateurs, les marins, les armateurs familiaux à construire des bateaux. Donc la flottille, ou la flotte même pourrait-on dire, de langoustiers s'est développée, et ça faisait vraiment partie intégrante de la vie du port de Douarnenez. Juste à côté de nous, là, il y a, alors il n'existe plus, mais il y a encore la façade, le bistrot chez Madeleine, où les marins de retour de campagne passaient un petit peu de temps aussi. La bistrotière avait un rôle social important, en dehors d'être le bar dans lequel l'équipage faisait sa dépense, ou ses dépenses, c'était ça le terme, faire ses dépenses dans un bistrot. Le bistrot, c'était le lieu de rendez-vous, le lieu où on venait prendre les consignes pour le lendemain. Parce que le langoustier, quand il venait au port, il restait à peu près 3 semaines, 1 mois au port avant de repartir. Et s'il y avait des jours de repos, le marin venait chez Madeleine, c'était chez Madeleine, il venait chez Madeleine prendre les instructions pour la journée de lendemain, savoir s'il y avait boulot ou pas boulot. C'est là aussi, entre autres, que après chaque déchargement, il y avait le douanier qui discrètement, avec un panier aussi discret que lui, venait chercher sa langouste, parce qu'on avait estimé que le contrôle douanier a été tout à fait normal, quoi. Et Madeleine était au courant de tout. Madeleine, pour les jeunes qui avaient un peu trop abusé de la bonne vie durant le séjour au port, la bistrotière parfois faisait une petite rallonge, où elle ouvrait le cahier et puis elle mettait ça en acompte pour la prochaine campagne. Merci Jacques Nouy de nous avoir parlé de cette époque, de ces souvenirs de la pêche à la langouste verte. Il m'en reste vraiment des très bons souvenirs. Et quand au banc des Ranwen, alors le banc des Ranwen à Douarnenez, c'est le banc où les vieux marins se retrouvent le matin de préférence, et c'est là on va refaire toute l'histoire du monde, hein. Et là, quand on aborde cette histoire de pêche à langouste verte, la réflexion générale, ça c'était un beau métier. Avec l'indépendance des pays africains, la surpêche et une préférence pour la langouste rose, les bateaux ont arrêté leur campagne à la langouste verte. Jacques Nouy est l'un des derniers témoins de cette époque. Il continue, 2 fois par semaine, à transmettre son histoire au port-musée de Douarnenez. Seule trace de cette pêche, aujourd'hui disparue, un bateau mauritanien qui pourrit dans le port de Douarnenez, le dernier en France. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire salée en écoute sur francebleu.fr et l'application Radio France.